précédente, on a désintégré la matière. On a montré que, grâce à la théorie quantique des champs, on peut, tout ce qui semble être permanent à notre échelle, est en fait tout le temps en train de se casser et de se reconstruire. Et ça, c'est une vision qui est vraiment pas banale, parce que on est tellement habitué de voir à notre échelle des objets qui sont toujours les mêmes, et on n'a pas cette idée qu'il faut casser quelque chose pour le reconstruire, pour avoir finalement une stabilité. Alors, on va le retrouver, ce processus, à l'œuvre, évidemment, dans une cellule. Moi, je me suis toujours demandé, quand on voyait une cellule, pourquoi, au lieu d'utiliser par exemple un neurotransmetteur, quand on veut transmettre un influx nerveux, que fait la synapse du neurone? Elle fabrique, elle crée des neurotransmetteurs. Puis dès qu'elle s'en est servie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les détruit, elle ne les garde pas. Ce qui fait qu'à la prochaine impulsion, il faut de nouveau tout recréer. Vous voyez, c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que pour assurer quelque chose qui est permanent, qui est le flux d'activité électrique dans les neurones, on passe son temps à créer des neurotransmetteurs et à les détruire, on les crée, on les détruit. Et c'est dans ce jeu incessant de création-destruction qu'on récupère une propriété qui est la stabilité de l'activité neuronale. On le voit aussi dans les microtubules. Quand la cellule a besoin de faire piloter, d'amener une protéine d'un endroit à un autre, elle va construire ce qu'on appelle un réseau, une route. Et nous, quand on construit des routes, on les construit, puis après on espère qu'elles vont durer 10 ans, 15 ans. Non, dans la cellule, vous avez des protéines qui s'assemblent pour faire le tube. La cellule crée la microtubule au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire que le chemin apparaît parce qu'on veut aller vers l'avant, et une fois qu'on a fait un pas vers l'avant, on détruit ce qu'on a fait juste quelques microsecondes avant. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un tapis roulant qui n'arrête pas de se créer et de se détruire. Et ce qui est beau, c'est que malgré ce mouvement de création-destruction, on avance. Parce que le tapis, il est toujours là où on met la protéine, finalement ça avance dans le temps, alors qu'on utilise un processus de création-annihilation. On retrouve ça donc dans un atome, on retrouve ça dans un proton, on retrouve ça dans un neutron. Cette activité permanente de la nature, je casse, je reconstruis, je casse, je reconstruis. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'il faut retenir de cette leçon de seconde quantification. Conserver des choses, c'est pas forcément une bonne idée. L'idéal, c'est de les utiliser quand vous en avez besoin et de les détruire une fois que vous en êtes servi. Ça présente un avantage évident si vous y réfléchissez. C'est qu'on utilise toujours quelque chose qui est neuf, puisqu'on le recrée à chaque fois qu'on en a besoin. C'est toujours neuf, et comme c'est toujours neuf, ça ne s'use jamais. Et c'est pour ça que la vie ne s'use jamais. Les organismes s'usent, bien sûr, mais la vie elle-même ne s'use jamais parce qu'elle construit en permanence et elle détruit en permanence. Elle a appris ça, c'est écrit au cœur de la théorie quantique des champs. Alors ça nous amène évidemment à des positions philosophiques assez intéressantes. Bon, par exemple, les artistes ont toujours compris ça. Ils sont capables d'aller tout de suite à la réalité sans poser tout ce qu'on a fait. Là, vous avez cette œuvre qui est très bien, qui est très célèbre, de Magritte. Alors Magritte écrit « ce n'est pas une pipe ». Et puis bon, alors après, il y a beaucoup de gens qui ont fantasmé. C'est vrai, c'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Mais non, en fait, cette pipe n'arrête pas de se créer et de se détruire toutes les 323 yoctosecondes. Donc ça ne peut pas être une pipe. Ce que vous voyez là est le résultat d'un processus de création, de destruction, à une échelle de 323 yoctosecondes. Donc vous ne pouvez pas être à cette échelle. Notre corps, quand vous observez une pipe, vous êtes à une échelle, disons, de quelques millisecondes, qui est le temps que met l'influx nerveux de la vision pour créer une image sur la rétine. Et à cette échelle, vous calculez combien il y a de yoctosecondes dans quelques millisecondes, et vous voyez que vous avez moyenné toute cette création-destruction sur une échelle de temps énorme, ce qui fait que l'objet vous apparaît parfaitement stable et statique. Encore une fois, je reciterai Héraclite, qui disait que quand on se trempe dans une rivière, ce n'est jamais la même eau, et ce n'est jamais le même homme qui se trempe dans la rivière. C'est une eau différente et un homme différent. Parce que le temps a passé, c'est exactement ça. Ce que vous voyez là, c'est une image moyenne, moyennée dans le temps d'une réalité qui est extrêmement fluctuante.
Alors, maintenant qu'on est quand même un petit peu formé à cette façon de penser, qui, je le reconnais, n'est pas naturelle du tout, hein. Mais une fois qu'on... Moi, ça fait une bonne quinzaine d'années que je me suis entraîné à penser comme ça, à la fin, ça devient évident. En fait, on peut aussi dire qu'on a un champ quantique incohérent à un seul quanta. Une autre façon de parler de la pipe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il nous faut changer un petit peu notre point de vue. On va reformuler nos lois. Elles sont bien, mais elles ont un petit problème. C'est qu'elles font toujours intervenir le quantum d'action. Et l'idée qui est maintenant qu'on va essayer de faire, c'est qu'à partir du moment où je fais intervenir le quantum d'action, j'ai un problème. C'est que ce quantum d'action, il est tout petit. « 106 zeptojoules femtosecondes, je crois. Ouais, c'est ça. 21 et 15, ça fait 36. C'est-à-dire que si je regarde pendant un objet qui a une durée de vie de 1 femtoseconde, 10-15, eh bien, je dispose, il y a une énergie de liaison de cet objet qui peut atteindre 106 zeptojoules. Ok. Mais c'est tout petit ça. Zepto, c'est 10-21. Or, je vous rappelle que quand vous levez le petit doigt, c'est pas une énergie violente, hein, mais c'est pas des zeptojoules, c'est des joules. Il faut. Et on peut prendre comme point de référence notre métabolisme. Je pense que vous savez tous qu'on est équivalent à une activité d'une lampe de 100 watts. C'est-à-dire que le métabolisme, en une seconde, il crée 100 joules d'énergie. Sans rien faire, hein, allongé sur un lit, tout nu, sans penser à rien, aucun mouvement, 100 joules, chaque seconde. Et là, on parle de zeptojoules, c'est-à-dire 10-21. Donc on a l'impression, tant qu'on a le quantum d'action, qu'on l'utilise, et vous avez vu, dans tout ce qu'on a fait, il était partout. Il y avait ces zepto, femto, atto, pico, nano, pour traduire que la physique quantique, on peut avoir l'impression que c'est une science de petite échelle. L'idée qu'on va faire maintenant, elle est très, très puissante. C'est qu'on va se passer de ça. On va le simplifier. Pour récupérer quelque chose qui garde l'essence de la physique quantique, mais qui n'a plus ce caractère de petite échelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'on observe, on sait qu'il existe dans la nature des phénomènes qui sont quantiques et où on a une échelle macroscopique. Par exemple, un aimant supraconducteur. C'est un exemple d'un système quantique qui peut exister à une échelle du mètre. Et ça, il faut pouvoir y arriver. S'il y a des supraconducteurs, ça veut dire qu'on peut faire ça. Alors en fait, c'est pas compliqué. On va partir de la relation d'incertitude, d'indétermination énergie-temps, qui est caractéristique de la seconde quantification. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se dire, bon, maintenant, cette énergie, la delta U, je peux l'exprimer comment? Eh bien, on va prendre un ensemble de n quanta tous identiques. Et on va dire que chaque quanta est animé d'un mouvement de vibration, très rapide ou très lent, peu importe. On va appeler oméga la fréquence de la pulsation de ces quantas. Ce qui fait que je peux écrire que cette énergie, je vais la décomposer comme une énergie de base qui est toujours la même. Tous les quantas sont identiques, donc ils ont la même pulsation. Par contre, je vais faire fluctuer, non pas la fréquence, mais le nombre de quantas. Donc je vais mettre, le delta va porter non pas sur oméga, mais sur n. Et après, on va introduire la phase quantique. Pourquoi? Parce que la phase quantique, on sait très bien que la pulsation peut être vue comme le taux de variation de la phase quantique dans le temps. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que comme j'ai introduit h bar ici, il va disparaître. C'est-à-dire que je vais garder l'inégalité, qui est la signature de, je vous rappelle, l'inégalité, ça veut dire qu'il y aura toujours deux paires de variables incompatibles, donc de la physique quantique, mais au lieu de choisir cette paire comme étant la position et la vitesse, la première quantification, au lieu de dire que c'est l'énergie et le temps, seconde quantification, on va dire que c'est le nombre de quantas et la phase quantique.
Et on voit à ce moment-là qu'il n'y a plus de H-bar. Et là, on a gagné. Pourquoi? Ben parce que le facteur 1,5, il est vrai à toutes les échelles. Il est vrai quand vous êtes aux heptomètres, il est vrai si vous êtes au téramètre, ou à l'échelle de l'univers tout entier, parce que 1,5, ça garde la même valeur, quelle que soit la distance, le temps ou l'énergie que vous mettez en jeu. Donc, on récupère une physique quantique macroscopique. À toutes les échelles, c'est la physique quantique qui est la bonne réponse, y compris à l'échelle d'une cellule. La clé, elle est là. Faites fluctuer le nombre de quanta, et à ce moment-là, vous aurez, avec une fluctuation de phase qui est incompatible avec la fluctuation du nombre de quanta, vous aurez tous les phénomènes quantiques qui vont apparaître à l'échelle que vous souhaitez. Vous les aurez bien sûr à l'échelle du noyau, mais vous les aurez aussi à l'échelle d'une galaxie. Parce que 1,5, c'est toujours 1,5 que vous soyez dans un noyau ou que vous soyez dans une galaxie. Voilà, c'est très fort de faire ça, parce que ça permet de mettre la physique quantique, non pas de la quitter de son domaine de basse, de petite taille et de temps très bref. Si on raisonne en nombre de quanta tous identiques et en phase quantique, on a quelque chose qui est vrai à toutes les échelles. Alors ça, on va voir les conséquences de ça, c'est-à-dire que maintenant, on va bien sûr toujours créer et détruire ça. Parce qu'il faut faire fluctuer, c'est le sens de delta. Un delta, ça veut dire que les choses fluctuent. Elles ne sont pas données une fois pour toutes. Et là, c'est intéressant parce que ce qui fluctue, c'est le nombre de quanta. Ça peut être, par exemple, vous faites fluctuer le nombre d'électrons, vous faites fluctuer le nombre de protons, vous faites fluctuer le nombre de neutrons. Et c'est ce qui se passe dans un noyau atomique. Comme le proton se transforme en neutron et que le neutron se transforme en proton, ça veut dire que je ne suis jamais sûr du nombre de protons et de neutrons, parce qu'ils se répartissent les uns avec les autres. Donc ce sont ces fluctuations qui vont permettre de développer une physique quantique macroscopique, et ça, ça va donner évidemment la solution à des problèmes macroscopiques qui étaient insolubles tant qu'on n'avait pas cet outil. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo.